Tous derrière les grenats, en regardant le Graouli Mag, avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Le FC Metz clôture sa saison avec un meilleur visage, mais toujours sans victoire, face à un Nice officiellement barragiste après les 34 journées après match. Clap de fin côté Grenat pour Benoît Thavenot, qui est revenu sur son exercice si particulier, l'occasion d'aborder doucement la saison prochaine dans le focus du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. Le soleil n'est pas encore de retour en Moselle, mais sur plateau, il est des petites mines réjouies à gauche, à droite. C'est la fin du championnat. Donc on va pouvoir souffler un petit peu sur le plateau du Graouli Mag avec nos chroniqueurs du jour. Et il est déjà tout mort de rire, celui-ci. Tiens, on va commencer par lui pour les présentations, comme on fait d'habitude de toute manière. C'est Stéphane Borbiconi qui est avec nous. Salut Aymeric, salut à tous. C'est fini. De 34 journées, 34 semaines de compétition intense. Le calvaire est fini, on remet les compteurs à zéro et on regarde devant. Pas tout à fait. On va quand même regarder un petit peu derrière nous. Il reste encore 2 émissions, donc il faut quand même qu'on ait encore un petit peu de contenu. On va parler justement de ce contenu avec l'autre chroniqueur du jour, c'est Yenny Ngbakoto. Yenny, bonjour et félicitations. Merci. Non, mais il faut qu'on en parle. Sedan qui remporte, qui est premier en poule A de Régional 1, ça peut être un peu son nouvel enfant. Désormais, il pourra le tenir comme ça s'il le veut. Les Verts Rouges qui décrochent leur place pour les barrages d'accession à la Nationale 2. Il y a encore des petits rendez-vous à négocier. Mais déjà un petit ouf de soulagement, un autre, on va dire. Un autre petit ouf de soulagement, et un meilleur petit ouf de soulagement. Oui. Parce que bon, champion, donc ça fait toujours plaisir. Et oui, il reste encore un match de championnat à disputer contre Étanges, mais voilà, les playoffs qui arrivent très très rapidement, le 7 juin. Donc si vous voulez regarder un bon match de football, rendez-vous le 7 juin. Il la transition entre la Ligue 1 et la Coupe du Monde. Là, tu as la Ligue 1, la Coupe du Monde, voilà, et entre les deux, tu as un match de Yenny. C'est histoire de... Sinon, vous pouvez peut-être aussi voir les highlights de Rémi. Ce sera le 21 au tournoi de la presse. Lui, c'est direction carrément la Ligue des Champions, j'ai envie de dire. Rémi qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Avec une mine un petit peu plus réjouie que les autres lundis, ça me fait plaisir. On a pris un point encourageant, j'attends la suite maintenant. Peut-être qu'on va se maintenir. Le début d'une série. Ouais. Je vais vous retrouver des solutions pour peut-être se maintenir cette saison. En tout cas, lui, on l'a maintenu tout au fil de cette année de 2026. C'est notre voix off. Nathan qui est avec nous. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. Et on va pouvoir passer à la première partie de cette émission avec une petite pointe de tristesse quand même parce que c'est la dernière de cette saison. C'est le journal de la Ligue 1. 34e journée de championnat. On va revenir évidemment, comme sur tous les autres matchs de cette saison, sur ce Nice FC Metz. Benoît Thavenot disait à la fin du match chez Nice, c'est important de terminer proprement la saison. On a eu des Grenats, on va dire, aller sérieux face à un Nice qui était sous pression. Oui, je pense que sur les 2 derniers matchs, Metz a fait le boulot. Je pense qu'on a vu quand même une bonne image de l'équipe. Il y a eu des bonnes choses. On n'a pas vu des joueurs qui ont forcément lâché, mais qui se sont quand même donnés. On avait peur de voir certains joueurs lâcher et que ça termine au fiasco. Mais voilà, sur les 2 derniers matchs, pour ma part, je trouve que ça a été sérieux. Ils ont mis en difficulté l'équipe de Nice qui se cherchait un petit peu, mais qui n'a pas été forcément très bon non plus. Mais voilà, il fallait terminer sur une bonne note. C'est ce qu'on va voir un petit peu au niveau des statistiques. C'est très serré, mais vous allez aussi voir, il y a eu beaucoup d'approximations. 51% pour le FC Metz en possession contre 49%. 22 tirs à 16, mais 4 tirs cadrés partout. Borby, bon, c'est pas le match de l'année, hein, on l'a dit. Peut-être là, littéralement, le match de la peur pour Nice. On en parlera un petit peu plus tard, qui n'a pas affiché un très grand visage. Comme on l'avait déjà dit sur cette saison, ils avaient profité du bas de classement. Là, on l'a vu dans les matchs à confrontation directe, c'est 4 points pour le FC Metz sur les 2 matchs. Oui, après c'est anecdotique, hein, parce que les joueurs n'ont pas lâché, certes, mais c'est la moindre des choses. Moi, ce que je retiens, c'est surtout toute cette année qui a été vraiment très, très, très difficile. C'est vrai qu'on fait un bon match quand même à Nice. Nice, pour le coup, eux, il y avait beaucoup d'enjeux autour de ce match, beaucoup de pression qu'ils n'ont pas su gérer d'ailleurs. Et les Messins étaient au rendez-vous, au moins dans l'engagement, dans la structure un petit peu tactique. Et on a manqué d'efficacité devant, on s'est créé des occasions. Mais après, même avec un bon état d'esprit face à une équipe
très médiocre de Nice, on touche aussi les limites de l'effectif messin. T'as pas un buteur qui est capable de la mettre au fond. Et pourtant, il y avait des espaces. J'ai trouvé les Niçois étonnamment laxistes. Étonnamment, ils ont laissé beaucoup d'espace dans les interlignes, en profondeur également. On n'a pas su en profiter. Après, oui, effectivement, le fait que les joueurs n'aient pas lâché le coach Tavenot, c'est bien pour le club avant tout. Mais pour moi, analyser ce match, ça n'a pas grand sens parce que le coach va partir, on le sait, l'équipe sera différente dans une division différente la saison prochaine et il faudra repartir quasiment de zéro. Donc voilà, on a fait un match comme on en a fait durant la saison, qui ressemblait quand même à quelque chose, mais où on touche les limites de l'effectif en termes de qualité, d'expérience, de cohésion. Et ça s'est vu aussi, malheureusement, face à Nice. Ça aurait été bien de finir sur une bonne note avec une victoire, pour au moins un petit peu le moral, mais bon, ça n'a pas été le cas. Justement, ce ne sera pas le débrief le plus long et le plus sophistiqué de cette saison. Évidemment, il y a quand même un ou deux petits points sur lesquels on peut revenir. Rémi, on peut commencer par la compo, car on le savait, le FC Metz faisait face à un effectif décimé, pas mal d'absences pour Benoît Tavenot, qui a décidé de construire avec Fischer dans les buts, Bounassar, Sané, Yekbe et Collin, Stambouli, Moulongo, Alpha Touré, Aïng, Vilitaya, Abouachvili. Un effectif tout de même plutôt tourné, on a envie de dire, vers la saison prochaine. Je dis ça parce que quand on regarde un peu ce qu'il y avait sur le banc, il n'y avait pas les plus inexpérimentés sur le banc. Kouao, Diallo, Bama, Balotouré. On rajoute à ça Mboula, Pandore ou encore Guerty. C'est vrai qu'il a fait ses choix et c'est plutôt tourné vers la saison prochaine tout de même. Alors je ne sais pas si c'était voulu ou si c'est fait exprès. Non, mais je pense que tu peux considérer que le séjour au FC Metz pour des Balotouré, des Gbama et d'autres joueurs de ce profil-là, il est terminé. Donc, est-ce qu'il était essentiel ? Tu aurais pu les mettre contre Nice parce que c'est pas une sanction, mais c'est un match à jouer. Tu es footballeur professionnel, tu te dois d'assumer jusqu'au bout, en sachant que... Alors, ils sont rares les matchs du FC Metz cette saison où le meilleur joueur de l'équipe adverse, c'est peut-être le gardien. Je pense que le meilleur Niçois hier, c'était Diouf. Pas de parade spectaculaire, mais il a quand même sorti deux, trois frappes. Et il faut aussi mettre en perspective que Metz a joué une équipe complètement traumatisée. Oui. Qui a été pris par la tension et la fin de saison qui devient de plus en plus dramatique pour eux, parce que c'est une équipe, on considérait Auxerre dans le même wagon que le FC Metz, et Auxerre a réussi à passer devant Nice, qui a eu une saison très compliquée avec des débordements de supporters. On se souvient des épisodes avec Boga qui semblaient presque s'en relever, et on se disait que le maintien allait intervenir. Ils ont en plus une finale de Coupe de France. Voilà, donc il faut mettre en perspective que Metz a joué une équipe complètement, mentalement, complètement terrorisée. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu ce match-là. Un jeu de la Ligue des Champions en début de saison. Je viens de revérifier. La Ligue des Champions contre Benfica. Contre Benfica, et puis ça donne cette saison-là. Après, je suis d'accord avec Stéphane. C'est vrai que l'image du FC Metz cette saison, ce match à Nice, plus personne ne s'en souviendra. On se souviendra de la globalité de la saison, qui est à mettre dans le top 1 ou top 2 des pires saisons de l'histoire du club. Et c'est ça qu'on mettra en lumière, bien plus que ce petit 0-0 qu'on analyse avec plus de sourire que le 4-0 contre Lorient à Saint-Symphorien, où là, on avait quand même le sentiment d'avoir honte et le sentiment d'avoir des joueurs qui étaient découragés et qui avaient baissé les bras. Bon, c'est pas ce qu'on a vu pour la dernière journée, et si on doit avoir un petit peu le sourire, on va retenir ça. Mais et c'est vrai pour quand même du minimum. Voilà, on se contente pas. Un nul à Nice contre une équipe vraiment en difficulté. On s'en contente pas. Je veux dire, si Hermès avait perdu 1-0 contre Nice, je pense qu'on ferait la même émission aujourd'hui, parce que ce qu'on analyse, oui, mais c'est une question c'est pas qu'Abouachvili va créer deux situations. Benoît Tavenot disait, oui, bon, tu perds 4-0 à domicile contre Lorient, mais à la 84e, il y a 1-0, on n'est que mené 1-0, on en prend 3 entre la 84 et la 92e. Donc ton niveau d'exigence, je trouve, est vachement descendu. Normalement, tu te dis, attends, t'es mené quand même à domicile contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. C'est ça que l'analyse, la vraie analyse que tu dois avoir. La vraie analyse aussi, c'est à Nice, contre une équipe, et tu as tout à fait raison, terrorisée. Enfin, moi, je les ai pas reconnus, ils m'avaient pas impressionné à l'aller non plus.
je trouve Auxerre beaucoup plus consistant en termes de force. Et puis la dynamique n'est pas la même. collective. Auxerre est complètement dans une dynamique positive. Ça, c'est clair. Exactement. Ils ont tapé Lille, qui jouait à la Ligue des Champions. Mais Là, contre un c'est- adversaire qui est prenable, où toi, tu fais quand même, tu donnes le change et même plus, tu n'arrives quand même pas à gagner. Je veux dire, je pense que contre ce Nice-là, tu as 17 équipes sur 18 qui gagnent hier Oui, soir. clairement. C'est vrai qu'on l'a vu, et puis malheureusement, la différence, elle ne s'est pas faite offensivement. Yannick, de part et d'autre, c'est un manque cruel d'occasions franches. On pourra revoir quelques-unes des occasions, mais c'est vrai qu'on en a parlé globalement, et on l'a vu dans le résumé, il y a deux noms qui sont ressortis, Abouachvili d'un côté, Diop de l'autre, mais dans les statistiques, on l'a vu, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. On peut regarder, Diop, c'est 4 tirs encadrés, Abouachvili, 6 tirs de cadrés. Bon, c'est peut-être Abouachvili, peut-être pas le nom qu'on aurait ressorti pour cette rencontre-là. Finalement, c'est lui qui s'est mis le plus en vue. Mais c'était pas le spectacle de l'année, quoi. Non, vraiment pas, parce que sur les occasions, quand on regarde, ça a été super mal géré. J'ai une occasion en tête où il y a un 5 contre 3 qui est super mal géré, et puis ça finit facilement dans les bras du Même gardien. quand il enroule, à un Quand il moment enroule, donné, voilà, au moins cadré. Au moins cadré. Donc Au moins cadré. oui, ce sont des situations où ils doivent mieux gérer, et puis au final, on a un match qui est à 0-0, où il n'y a pas forcément de but, où il n'y a pas forcément de voilà, là, on a retenu 2 noms, mais c'est pauvre en termes d'occasion, c'est vraiment pauvre offensivement. Dans l'utilisation du ballon, j'ai trouvé à la rigueur que c'était pas mal, mais dans le dernier geste, l'avant-dernière passe ou la dernière passe, c'était très faible. Mais voilà, j'ai pas senti que voilà, les attaquants étaient au niveau. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas eu de situations assez dangereuses. Voilà, c'était un match de fin de saison contre 2 équipes qui étaient une qui n'a plus rien à jouer, mais l'autre qui avait quand même son avenir entre les mains et qui a tout simplement gâché tout ça, et surtout à domicile. Et voilà, c'est le manque de toute la saison dans tous les cas, parce qu'on n'a pas trouvé de buteur, on n'a pas eu un joueur qui pouvait nous marquer des buts, et puis ce match-là reflète justement toute cette saison. Après, pour compléter ce que tu dis, et par rapport au match d'hier et à l'ensemble de la saison, je trouve qu'un joueur comme Gauthier Hein a été super mal utilisé. Parce que hier, on joue dans un 4-5-1 où il est excentré long de ligne à droite, alors que quelles sont les qualités de Gauthier Hein? Les 2 plus grosses qualités de Gauthier Hein, c'est la finition et la passe. Mais il doit être le plus haut possible et le plus proche possible de notre attaquant. Or là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comme je parle de gestes décisifs, c'est un bon joueur, il fait des bonnes combinaisons, mais il n'est pas capable d'éliminer en 1 contre 1 sur le côté, pas capable de s'enterrer non plus avec précision côté droit une fois que la différence est faite. Donc ça joue latéral, ça fait des bonnes passes, mais un joueur comme Gauthier Hein, il faut le mettre dans l'axe, à côté de l'attaquant. C'est là où tu joues sur ses qualités. Là, tu es plus sur ses défauts. S'il est long de ligne près des bancs de touche à 40 mètres de Gvilitalia ou de Diallo, il ne peut pas faire de passe décisive. Je suis persuadé que si tu le mets et que tu le maintiens toute la saison en haut et tu lui dis reste dans une position axiale, autour, tu fais le taf en défendant un 4-4-2 quand tu défends, un 4-2-3-1 quand on attaque, je suis persuadé qu'il aurait 2-3 buts de plus et 2-3 passes D de plus. Mais ça change la donne quand même. Sauf que là, moi, j'ai l'impression qu'il a été sous-utilisé, excentré, cantonné un peu à droite. Des fois, il se balade, mais trop loin du but adverse. Oui, parce que ça l'obligeait justement à dézoner, à venir chercher un petit peu les ballons un peu plus bas. Donc forcément, il est loin Il n'est du pas but. décisif, Il là, n'est pas il n'est pas décisif dangereux. à ce niveau-là du terrain. Donc, c'est... Mais ça vaut pour ça aussi, n'importe quel joueur de son profil. Ouais. Tu prends, je sais pas, un joueur de ballon de... Rémi. Guller, par exemple, Arda Güler Rémi ou Yemi? Celui que tu veux. Après, moi, j'avais dit Rémi, personnellement, parce que je l'ai vu joue en jouer. 3-5-2 avec les 2 en pointe. Rémi, il fait diversion, il éblouit les défenses avec ses chemises. Et puis Yemi prend la profondeur. Mais ce que dit Steph, si on rebondit un peu dessus, l'utilisation mauvaise de Gauthier Hein sur la totalité de la saison. Si on fait le bilan de cette équipe, c'est qu'on a mal utilisé à peu près tous les joueurs qui auraient dû être des maillons forts de cette équipe. Gauthier Hein, on l'a mal utilisé
Alors, tu l'expliques mieux que moi, ces histoires de positionnement, mais également ce brassard qu'on lui a donné, je lui ai dit dès le début de saison, c'était pas un cadeau à lui faire. Stambouli, c'était censé être un maillon fort en Ligue 1. Il a fait une saison quasiment blanche, alors aussi à cause de soucis physiques, mais aussi parce qu'il y avait quelques soucis avec Stéphane on Mignon. voit le match on s'en est pas. hier, Et oui. On peut penser qu'il aurait Et on été peut avoir bien quelques plus regrets. utile. Sadibou Sané, on aurait pu penser, après son excellente saison de Ligue 2 l'année dernière, qu'il aurait pu être un des maillots forts en Ligue 1. Il a été très mal géré, très mal utilisé. C'est aussi de la faute des joueurs, hein. C'est aussi lui qui a dégoupillé à certains moments. Mais je pense que mentalement, on l'a mal préparé à affronter cette saison de Ligue 1. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Et cette liste-là, je pense qu'on peut l'allonger. On a malheureusement des joueurs qui, je pense, pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains avaient les qualités de tirer un peu plus cette équipe vers le haut. Et malheureusement, par plein d'erreurs, qu'elles soient tactiques, qu'elles soient psychologiques, eh ben, on aboutit à cette... on ne peut pas avoir de regret qu'on a autant de retard, parce que la saison de l'UFC Metz ne s'est pas jouée à des détails, tellement il y a eu d'erreurs. Mais il y a forcément une addition de mauvaises décisions qui aboutissent à ça. Eux ont fait 2 bonnes décisions. Nathan, je me tourne vers toi pour la petite statistique de cette rencontre. On a parlé des attaquants, mais ce n'est pas les seuls à s'être un petit peu montrés dans ce match. Ouais, parce qu'on parlait du manque d'efficacité offensive. Hier soir, pour vous donner un petit ordre d'idée, Yevan Diouf et Fischer, donc les 2 gardiens, ont chacun effectué 4 arrêts seulement. Et puis, comme l'a dit Rémi, ce n'était pas des arrêts tous extraordinaires, quoi. Pas de quoi enflammer les photographes du soir, Émeric. On aurait voulu des petites claquettes, tout ce genre d'arrêt qu'on adore. Ah oui, non, mais faut le Pour dire. la photo. Ah ben, oui, mais ça fait partie du métier. Hein. Quand vous signez les contrats, il y a une clause image dedans. Hein. C'est aussi pour les matchs. Ah hein. Ah ben, non, mais... On va quand même écouter la réaction de Benoît Thavenot après la rencontre. Il s'est un peu attardé sur ce match parce qu'on lui a posé la question, évidemment. Quand on était plutôt bien, il nous manquait un peu, et quand on était moins bien, il nous manquait beaucoup. Donc c'est la réalité de la saison du FC Metz. Maintenant, voilà, moi j'ai félicité les joueurs pour ce match, je les ai remerciés parce que ça nous tenait à cœur à tous de terminer proprement ce championnat. Et ils ont répondu présent, hein, parce que l'après Lorient a été encore compliqué. Le match la semaine dernière a été très compliqué, mais jusqu'au bout on a maintenu l'exigence. Ouais, bien sûr, non, c'est un match consistant. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu une bonne animation défensive, on a fait des bonnes choses avec le ballon. Je pense que sur le premier mi-temps, on méritait d'être devant. On a été un peu plus en difficulté sur la deuxième mi-temps, je trouve, mais non, c'était un match... Je suis triste d'avoir fait ces 3 mois, d'avoir eu ces résultats, mais je suis fier du match qu'ils ont accompli ce soir. Rémi, on en parlait un petit peu en introduction. Alors évidemment, ça restera une saison qui sera malheureusement dans l'histoire du club pour beaucoup de raisons. Néanmoins, le FC Metz n'est pas la pire équipe de l'histoire de Ligue 1. Comptablement parlant, ils ont réussi à faire un point de plus que Montpellier l'année dernière. Quand même, ça à prendre. Ouais, ça Ça l'a pas eu. Bon, non, ça peut paraître drôle, mais en fait, le problème, c'est qu'à Metz, on a les moyens de jauger les saisons catastrophiques parce qu'on en a fait plusieurs. Tu vois, si c'est une saison catastrophe dans l'histoire de ton club, tu te dis, bon, c'est un accident industriel. Mais malheureusement, nous, on peut faire de la hiérarchie parce qu'on a plein de saisons médiocres comme ça. Et celle-là... Et celle-là, c'est la pire. Celle-là, j'ai quand même l'impression qu'elle est... Comptablement, ouais. T'as moins de 0,50 points par match. Puis dans tout ce qu'elle véhicule, au-delà des... 17. Tout ce qu'elle véhicule, au-delà des résultats sportifs, bon, du climat avec le public, la mauvaise communication, tout ce qu'on dit depuis émission après émission, celle-là, je pense que c'est quand même la plus traumatisante. Il n'y a pas eu que ce match-là pour cette 34e journée. On va regarder les autres résultats parce qu'évidemment, la Ligue 1 a rendu un petit peu son verdict. On peut regarder match nul de Brest contre Angers, les victoires d'Auxerre et Le Havre 2-0 contre Lille et Lorient, la victoire de Lens 4-0 contre Lyon. Marseille s'impose 3-1 contre Rennes. Le Paris FC s'est imposé face au Paris Saint-Germain et le spectacle était du côté de Strasbourg qui s'est imposé 5-4 contre Monaco, qui menait 3-1 à un moment donné dans le match. Vous avez regardé les résultats et les highlights. Il y avait de quoi faire. Un match qui a été arrêté, Nantes-Toulouse. On y reviendra juste après. Avant ça, petit coup d'œil au classement. On va regarder évidemment ce qui s'est passé dans le haut de tableau. On a quelques résultats. On reviendra dessus juste après. Nous, ce qui va nous intéresser, on l'a dit, c'est ce bas de tableau. Parce que oui, le FC Metz savait déjà de quoi était fait son avenir. Mais pas l'OGC Nice qui était encore un petit peu dans le flou. Finalement, ils sont 16e. Donc l'OGC Nice, Yeni, qui est officiellement barragiste, ça a animé de la mauvaise manière la rencontre. Envahissement du terrain à la fin de la rencontre avec des débordements et ce genre de choses. Encore une mauvaise image pour une saison qui est très compliquée. Ouais, une mauvaise image pour le football français, je dirais, parce que bon, c'est pas le premier stade où il y a envahissement de terrain.
Il y a Nantes. Bon, Nantes, ils n'ont pas attendu la fin du match, mais voilà, ils sont rentrés dedans. Mais c'est vrai que c'est triste. C'est toujours triste de voir des supporters en colère envahir le terrain. Comme j'ai dit, c'est une mauvaise image. On peut comprendre la colère des supporters, mais je trouve que c'est pour les futurs jeunes qui veulent aspirer à jouer, à devenir des footballeurs professionnels, voir ces images-là, c'est triste. C'est triste. En plus, ils ne sont pas descendus. Ils sont pas, voilà, exactement. Deux matchs. Donc Justement, barrage contre l'AS Saint-Etienne. Ils auront besoin de soutien. Ils ont une finale de Coupe de France. Donc la saison, ils peuvent être qualifiés pour l'Europe. S'ils gagnent la finale de Coupe de France est maintenu en Ligue 1. Tout n'est pas perdu. Alors après, comme Yannick, je comprends l'agacement, la colère des supporters. C'est pas la saison qu'ils attendaient, surtout qu'il y a un gros propriétaire qui est derrière, donc avec quand même une manne financière assez intéressante. Après, ça s'est mal goupillé. Ils avaient fait un bon recrutement avec le coach déjà. C'était pas un choix déconnant non plus avant la saison. Ensuite, ça s'est mal emboîté, mais après, tant que tout n'est pas perdu, il faut soutenir quand même l'équipe et évidemment pas en venir à des débordements sur le terrain. Ça, c'est inacceptable. Malheureusement, ça devient la norme et ça devient de plus en plus insupportable. Moi, je suis le premier à comprendre la colère et le ras-le-bol et j'estime que les supporters ont le droit de l'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire grève, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas venir au stade, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à certaines banderoles, même si elles peuvent parfois déborder, mais ça reste... ça n'est pas physique. Et là, j'ai l'impression que c'est systématique. On a eu Saint-Etienne il y a quelques saisons. Alors, les fumigènes, c'est pas un envahissement de terrain, mais à Metz, quand même, à 2 mètres de Gauthier. On a Nantes, on a... On peut revoir justement peut-être les images de débordement qui sont un peu plus choquantes que celles à Nice. Ça a eu une incidence parce que... alors moi, j'aurais pas eu le même raisonnement il y a 10 ou 15 ans, mais maintenant, je suis obligé de raisonner en père de famille. J'ai un gamin de 4 ans cette année. Je ne l'ai pas emmené au Stade Saint-Symphorien parce que je savais qu'il y avait une défiance du public vis-à-vis du président et je ne voulais pas qu'il assiste à des choses comme ça. Donc je vais voir du handball parce que je sais que ça ne se passera pas. C'est malheureux, mais moi je trouve que ça devient de plus insupportable. Et c'est quelqu'un qui, dans les tribunes... j'en ai balancé des trucs. Des noms d'oiseaux quand j'ai fait le match à côté de toi. Pas à entendre. Mais je veux dire que... C'est quoi? Mais c'était quoi? C'est toi qui m'avais balancé. C'était quand je t'insultais à l'époque. Non mais... Vous voyez, c'est que... En 2006. Moi, ça me fait peur parce que ça devient la norme. C'est-à-dire qu'on ne sait plus un accident isolé. Maintenant, un club est malade. Il y a une défiance vis-à-vis de la présidence. Moi, je veux bien que... Alors, Kita, c'est sans doute Voldemort pour les supporters de Nantes. Moi, je ne suis pas nantais. Mais non, mais... Monsieur, regarde des films. Non, mais ce type-là n'a pas l'air très en odeur de sainteté à Nantes. Je comprends la colère. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne systématique. Hier, l'attitude de Vaïd Alizogic, moi, ça m'aurait fait chialer. Voir ce vieux monsieur qui essaie de venir s'interposer, avoir peur que physiquement quelqu'un s'en prenne à lui, c'est des images qui sont insupportables à regarder. Il a dit que lui, il n'avait pas peur. Après, mais voilà, Rémi, c'est à l'image de l'évolution de la société. Ouais, je suis d'accord avec toi. De plus en plus violente. Tu vois les débordements à Paris. Mais ça devient insupportable. Où tu as une frange un peu... un peu violente de la société, dans les rues ou quoi, qui se mobilise, maintenant avec les réseaux, etc., dès que tu n'es pas content de quelque chose ou contre quelque chose, t'en viens aux mains, t'en viens cagoulé. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne justifiable. Le foot, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Je pense qu'il y a 10-15 ans, un acte comme ça dans le football, tout le monde en parlait pendant 2 semaines. Maintenant, les événements qui sont arrivés à Nantes ou à Nice, on va en parler un petit peu aujourd'hui, et puis seront remplacés la semaine prochaine par un autre collectif de supporters qui sera énervé contre un autre président. Voilà. Et on dira oui, mais ils sont frustrés, ils sont en colère. D'accord, mais agissez autrement. Il y a d'autres moyens de contester. La première, c'est de ne pas venir au stade ou de faire la gueule ou de chanter. Mais pas ça, parce qu'il va y arriver quelque chose de grave. Et je ne voudrais pas qu'on soit pris à partie en disant oui, mais vous avez dit que c'était pas grave parce qu'on a le droit d'être en colère. Non, pas comme ça. Après, quelle sanction mettre aussi aux supporters, c'est pénalisant en fait pour tout le monde, quoi. Ça a été le débat il y a 2 ou 3 saisons quand ça avait commencé à aller du côté des machins. On disait qui sera le premier, et le premier, il n'est pas content d'être premier à prendre les sanctions. Donc, oui, ça laisse... Saint-Etienne avait pris 3 points fermes. On peut se poser des questions pour l'année prochaine. Nantes sera en Ligue 2, il y aura sûrement des sanctions, à voir si elles seront comptables ou pas pour la saison prochaine. Nice n'est peut-être pas forcément à l'abri non plus avec ce qui s'est passé. Mais par rapport au débordement, je trouve que c'est exacerbé par le fait du profil un peu du propriétaire. Par exemple, Nice, c'est Ineos, donc un fonds d'investissement avec tout ce que ça représente, même en termes philosophiques, politiques derrière. Donc ce que les supporters
n'apprécie pas par-dessus les déceptions de la défaite, c'est le manque de communication, que ça vienne d'en haut, un peu le pognon, la puissance de l'argent, des fonds d'investissement étrangers qui viennent, qui se servent d'un club qui a une histoire, qui font un peu n'importe quoi, des mauvais choix, et puis après, qui se lavent un petit peu les mains. À Nantes, par exemple, c'est dirigé vers Valdemar Kita qui focalise un petit peu toutes les tensions et toutes les haines. Je pense que c'est un problème aussi de communication, parce que tu peux perdre, c'est le foot. Tu as beaucoup de personnes qui peuvent quand même l'entendre. Il y a un classement, il y en a qui sont premiers, derniers, mais c'est la manière dont tu perds. Et le manque de communication, et le fait qu'il n'y ait pas de remise en question, et le fait que nous, on décide, on a l'argent, on sait tout, vous êtes là, vous payez des abonnements, vous la fermez, et puis nous, on fait nos transferts, on fait notre petite tambouille. Et ça, les gens ne l'acceptent pas parce qu'ils se heurtent à un mur. S'il y a des échanges, de la communication, dire on s'est trompé, on n'a pas tout bien fait, là, on va faire mieux. Est-ce que ça peut arriver ? Oui, ça peut arriver, mais les gens, je pense, acceptent un petit peu plus qu'il y ait la sanction sportive. C'est ce qui se passe un peu ici. Voilà. On va revenir un petit peu au terrain tout de même. On en parlait tout à l'heure. Juste vous donner les dates, peut-être pour ceux que ça peut intéresser, parce que ça concernera indirectement le FC Metz. C'est barrage de Ligue 1 entre donc l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne. Double confrontation qui, à mon avis, méritera le détour. Ce sera après la finale de la Coupe de France, le 26 et le 29 mai prochain. Messieurs, petit rappel aussi des différents avenirs en Ligue 1, parce que la saison a rendu son verdict. Alors oui, Nantes et Toulouse auront un match en moins au classement, on l'a vu, mais pour le reste, tout le monde a terminé sa saison. On va regarder, le champion n'est autre que le Paris Saint-Germain. Pas trop de surprises, quoique ça a mis longtemps à se dessiner. Du côté de la Ligue des Champions, le PSG, le Racing Club de Lens et Lille seront au rendez-vous. En Ligue Europa, on retrouvera Lyon et Marseille. Conférence League, le Stade Rennais. Au barrage, l'OGC Nice. Les relégués sont le FC Nantes et le FC Metz. Nathan, on disait tout à l'heure, l'OGC Nice a peut-être un avenir européen, mais c'est pas le seul club. Et oui, en effet, si le RC Lens gagne la Coupe de France aux dépens de l'OGC Nice, c'est l'AS Monaco 7e qui pourrait jouer la Conference League. En tout cas, les barrages, même si c'est pas vraiment dans l'envie du club. Très rapidement, Yanni, un avis sur cette saison de Ligue 1 de manière générale. C'est passé beaucoup de choses. Nous, on l'a trouvé très longue. Je pense qu'on n'est pas le seul club à avoir trouvé cette saison très longue. On pense Monaco, Marseille. D'autres ont vécu quelque chose d'assez beau. On pense à Lens notamment. Il y a eu pas mal de petites choses cette année. Oui, je pense que s'il faut retenir deux équipes, c'est forcément le Paris Saint-Germain et le RC Lens qui sont bataillés pour avoir ce titre de champion. Après, une longueur d'avance sur le Paris Saint-Germain. Mais voilà, Lens a fait une grosse saison. Après, des clubs comme l'Olympique de Marseille, qui est un peu déçu par rapport à sa saison, qui avait super bien commencé, mais qui au final finit très mal, tout comme l'AS Monaco, qui finit très mal. Mais au final, le classement, il est assez logique. Mais c'est vrai que cette saison de Ligue 1, c'était un petit peu particulier quand même. Moi, qui ai suivi ça un petit peu de loin, c'était un peu particulier avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde du football, tous les propriétaires, on a vu avec Strasbourg, des changements de coach. Il y a beaucoup d'histoires maintenant à raconter dans le football, autre que le football pur. Donc c'est vrai que cette saison, elle reste particulière. Mais voilà, moi, si je retiendrai deux noms, c'est forcément le Paris Saint-Germain, mais surtout le RC Lens qui a fait une très très grosse saison. Et pour moi, qui mérite sa place, notamment en Champions League. On regardera évidemment aussi d'un œil quand même ce qui se passe l'année prochaine en Ligue 1, même s'il faudra surtout regarder du côté de la Ligue 2 pour le CS. On va en parler un petit peu dans le focus. Oui, parce que Stéphane Borbiconi dit que maintenant c'est fini, il faut regarder vers l'avant. Mais il nous reste encore 2-3 petites échéances quand même sur cette fin de saison. On va parler évidemment un petit peu de Benoît Thavenot. Alors il est en fin de contrat avec le CES, ne sera sûrement pas reconduit. Lui qui avait annoncé en conférence de presse avant le match, histoire de vous remettre un petit peu dans le bain, quelle sera sa feuille de route pour la prochaine semaine, celle qui vient de démarrer. Je vous propose de l'écouter, on reviendra dessus juste après. Discussion avec mon staff hier qui me disait Benoît, quand même, c'est la fin, tu dois être soulagé. Mais non, je suis pas soulagé, moi. J'ai tellement la rage, j'ai tellement les nerfs que je suis pas soulagé. Non, moi je suis pas soulagé. Vous voyez que ça me soulage de quoi? Non, là, c'est pas un soulagement. Et j'ai qu'une envie, c'est de retravailler. Voilà. Parce que non, je suis pas soulagé du tout. Et au contraire, je sens la haine qui me monte de plus en plus.
Donc il vaut mieux que je retravaille vite. Justement, par rapport à ça, tu sais de quoi seront faits les prochains mois pour toi? T'as envie de Non. replonger à- Oui, moi je veux replonger au plus vite. Ouais. Ouais, moi j'ai l'énergie, je veux replonger au plus vite, je veux pas gamberger. Mais aujourd'hui, je sais pas du tout ce qui va se passer. On va faire ce match à Nice, j'espère qu'on fera bonne figure. Mais je vais rentrer avec l'équipe. Je vais rester 4-5 jours ici, le temps de finaliser le tout et de dire au revoir à tout le monde. Et puis après, on rentrera dans un premier temps à Bastia. On attendra 15 jours, 3 semaines si quelque chose se passe. Et si rien ne se passe, on partira très très loin pendant un petit moment. Ça t'as eu. La fin, t'as eu. Ah oui, mais Rémi, on en a parlé un petit peu. C'est vrai que son arrivée n'a pas fait l'unanimité. On peut comprendre. Comptablement, en tout cas, ça n'a pas marché avec Benoît Thavenot aux manettes. Néanmoins, c'est vrai qu'il le dit, cette saison, elle aura un impact. Ça lui a permis d'apprendre pas mal de choses. Mais rebondir après ça, ce ne sera pas évident et lui en est conscient. En tout cas, il annonce que ce ne sera pas du côté du FC Metz. Ouais, alors déjà, sans être psychologue, j'ai l'impression qu'il lui faut une pause à Benoît Thavenot. On a quand même quelqu'un qui nous parle d'avoir la haine, d'avoir la rage. Je pense que personnellement, il a besoin de se ressourcer et de tourner la page de cette saison qui doit être, à titre personnel, traumatisante. Voilà, imaginez, il a pris le destin de Bastia en début de saison, catastrophique, et il a tenté de redresser le FC Metz où il n'a trouvé aucun levier. Il a essayé, il a appuyé sur plein de boutons, mais... oui, parce que ça, on ne peut pas lui reprocher en soi, sur ce qui a été fait là pendant ces 6 mois. Personne, on ne peut rien lui reprocher, mais bon, c'était pas... S'il devait y avoir un homme de la situation, c'était pas lui. Déjà par rapport à son passif, moi c'est ce qui me dérangeait au début quand il a signé, et aussi, désolé, mais par rapport à ses compétences, parce qu'on n'a pas vu de changement. Pire, on a vu une équipe qui carburait moins bien qu'avec Stéphane Le Mignan. Après, on ne peut pas lui enlever la volonté farouche qu'il avait de trouver des solutions. Et on voit que ça le peine, on voit qu'on a un homme qui est blessé par cette situation, et pas simplement, je pense, pour un point de vue personnel. Je pense qu'il pensait qu'il pouvait réussir cette mission. Et voilà, on a face à nous, on a eu face à nous en conférence de presse, semaine après semaine, un homme qui était de plus en plus désabusé, sans solution, et qui se retrouve avec un échec cuisant personnel, puisque c'est pas seulement Metz, c'est aussi Bastia. Voilà, ça va être compliqué pour lui. On lui souhaite de retrouver un challenge, parce que c'est pas quelqu'un qui a pas de compétences. Hein. Voilà, c'est certainement quelqu'un qui pourra réussir de jolies choses dans le foot. Bon, ça a mal débuté pour lui. Mais je pense que vu son passif, c'est-à-dire quand même l'enfant spirituel d'Antonetti, je pense que le choix de parcours de venir faire une étape à Metz après la fin de parcours d'Antonetti chez nous, je ne pense pas que ça a été une bonne solution et une bonne idée. Ouais. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, non, après, sur le constat, je fais le même que Rémi. Ça a dû être une saison très éprouvante pour Benoît Thavenot, évidemment, avec Bastia, Metz, on cumule les deux, il y a 0 victoire. Après, qu'il soit toujours mobilisé, qu'il cherche des solutions, encore heureux, j'ai envie de dire, c'est un entraîneur d'une équipe professionnelle. Il a eu l'opportunité de venir à Metz. Je veux dire, il doit prier la Madone tous les matins d'avoir eu cette opportunité. Avec le manque d'expérience et le parcours chaotique à Bastia, il a encore l'opportunité, grâce à Antonetti, son agent, qui le met à Metz en Ligue 1. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont le diplôme et qui n'ont pas cette chance. Il n'a pas su trouver les mots, il nous a parlé d'engagement, de rigueur tactique, de fermer le robinet au niveau de la défense pour prendre moins de buts. On a pris plus de buts, on s'est créé moins d'occasions. Tactiquement, c'était dur à suivre parce que il n'y avait pas, au niveau de l'animation, moi je ne comprends pas qu'on aille presser à Paris et qu'on reçoit Brest à 10 contre 11, on ne va pas presser à domicile, par exemple. Ça, c'est ce qui insuffle la dynamique et la rigueur tactique, l'animation. Le bloc équipe, c'est l'entraîneur. Je suis désolé, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques. À un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Au niveau du club, pourquoi on a pris un entraîneur inexpérimenté pour relancer une machine en Ligue 1 ? Je ne parle pas de Ligue 2 ou de National. Alors peut-être il va prendre de la bouteille et je lui souhaite un bon parcours. Antonetti lui trouvera certainement un autre projet. Mais le FC Metz, quand même, lui a mis le pied à l'étrier 2 fois. La première fois, c'est en l'inscrivant au diplôme, au détriment de joueurs, d'entraîneurs qui étaient au sein du club. Donc il a eu beaucoup de chance aussi dans son parcours. Après, il n'a pas saisi l'opportunité.
Il n'était pas verni parce que l'équipe était déjà en manque de confiance, etc. Donc je ne dis pas que c'est facile, c'est pas évident. Mais je m'attendais au moins à redevenir une équipe forte collectivement, prendre moins de buts, peut-être pas faire le spectacle, mais être dans les clous au niveau de l'engagement, au niveau de la tactique. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs, beaucoup d'instabilité, pas forcément dû à des blessures, pas forcément dû à des trêves internationales, par choix aussi, et ça s'est pas avéré payant. Tant pis pour Metz. Alors, pas forcément le même point de vue sur l'investissement peut-être de Benoît Thavenot, mais en tout cas il a continué même après ce match face à l'OGC. Il aurait discuté avec le président Bernard Serin. Je propose d'écouter ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec le président ces derniers jours, peut-être faire un bilan de ces quelques mois et donner ton avis sur la situation au club ? Oui, je l'ai vu 2 fois cette semaine, on en a discuté. J'ai donné mon avis. Après, voilà, peut-être que j'ai outrepassé mon rôle, mais j'avais besoin qu'il entende mon avis. Voilà, c'était une bonne discussion. Et puis, voilà, le club va repartir. Il y a des bons jeunes qui arrivent, très bons jeunes. Voilà, il va falloir bien encadrer tout ça. Et puis le FC Metz repartira de l'avant et rejoindra au plus vite la Ligue 1. Yeni, il parle d'outrepasser un petit peu son rôle d'entraîneur. Oui, ça s'est pas bien passé sur le terrain, mais comme je disais, il y a cette part d'investissement où c'est bien aussi d'avoir tenu ce discours-là, d'avoir donné son point de vue. Alors, est-ce qu'il sera entendu ou non, ça, on ne sait pas. Mais j'ai envie de dire, il a quand même mis quelques formes dans tout ça. Est-ce que son point de vue est légitime par rapport à ce qu'il a pu montrer en termes de résultats ? Je ne sais pas. On a senti, en discutant un peu avec lui en conférence de presse, qu'il y avait quand même des choses qui avaient un petit peu agacé. Il a parlé notamment de cet état d'esprit depuis le début de la saison, qu'on a pointé du doigt ici, l'investissement de tel ou tel. Il a parlé un petit peu des supporters aussi. Donc, légitime sur la durée, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait un point de vue à apporter. Ouais, mais après, comme Borby le dit, c'est un coach. C'est à lui de mener justement cette barque-là. C'est à lui de remobiliser tout le monde, de mettre tous les joueurs dans son projet, dans son état d'esprit qu'il a voulu insuffler durant cette deuxième partie de saison. Chose qu'il a malheureusement pas réussi à faire parce que il peut donner son point de vue, ça c'est une certitude, mais quand à un moment donné ça suit pas, quand les résultats ne suivent pas, t'es pas légitime dans ce que tu dis. Mais voilà, après je pense que voilà, c'est quelqu'un qui avait de la volonté, qui ça se voyait, hein, il voulait réussir, il voulait à tout prix réussir cette mission. Ça s'est pas fait, mais ça suffit pas, voilà. Ça suffit pas, tout simplement, pour un club comme Metz, ça suffit pas quand on joue en Ligue 1, c'est très peu, très très peu. Donc maintenant, à lui de voir ce qu'il veut faire à l'avenir. Je pense que, comme Rémi l'a dit aussi, voilà, il a besoin de repos, il a besoin de se ressourcer, prendre un peu du recul dans tout ce qui s'est passé, surtout à Bastia et puis à Metz, et analyser sa propre situation et puis repartir de l'avant. On lui souhaite de trouver un projet qui lui corresponde forcément. Mais voilà, le FC Metz avancera sans lui. Le FC Metz a besoin justement de restructurer ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup en interne, ça parlait de beaucoup de restructuration. Mais voilà, ils ont tout simplement besoin de se restructurer et apporter un petit peu du sang neuf au sein du club pour repartir de l'avant, parce que comme on a dit et comme on n'arrête pas de le répéter, c'est une saison noire, c'est une saison qu'il faut à tout prix oublier ou apprendre de cette saison-là pour pouvoir avancer. Mais il faudra du changement, beaucoup de changements. De changement, il y en aura peut-être au niveau des joueurs. Alors sûrement au niveau des joueurs, le mercato qui va pointer petit à petit le bout de son nez. On n'y a pas encore officiellement débuté, que déjà on a droit à nos petites rumeurs, et on va les commenter, parce que ça sert aussi à ça, Grolimagay. Oui, j'adore regarder un petit peu feuilleter les réseaux sociaux, comme on dit. C'est Alpha Touré qui, cette fois-ci, a fait un petit peu parler de lui avant la rencontre face à Nice. Alors, avoir la teneur de cette information, attendant d'en savoir un peu plus, mais d'après le média Ségalité des Sports, un accord de principe aurait été trouvé entre le milieu de terrain et West Ham, qui revient à la charge visiblement pour le milieu de terrain. On parle d'une somme d'environ un peu moins de 7 millions d'euros, Rémi. Oui. Le train est passé une fois, il n'a pas été pris. Le train repasse une deuxième fois. Peut-être. Faut-il. Il monte dedans ou il ne monte pas dedans ? T'as ton ticket ? Ouais, écoutez, c'est bien, les perspectives de voir le football au vu du potentiel. Seulement, Alpha Touré, on est au-delà du potentiel. C'est-à-dire que le potentiel, c'est peut-être quelqu'un qui a joué 1 ou 2 matchs et tu as l'espérance qu'il progresse. Alpha Touré, on a quand même eu beaucoup de matchs.
beaucoup plus de déceptions que d'éclaircies. Alors les éclaircies, c'était la fameuse série de 3 matchs où c'est vrai qu'il a eu son importance et qu'il était dans cette équipe-là. Mais au-delà de ça, je trouve que sa valeur supposée sur le marché des transferts est déraisonnable par rapport à ce qu'il a montré cette saison. Donc s'il devait partir pour n'importe quel club entre 6 et 7 millions d'euros, prenez le chèque, regardez si le compte est solvable et encaissez-le tout de suite. Quel West Ham, la SPTT West Ham West Ham Qu'est-ce qu'il m'en raconte? Pour moi, Alpha Touré, bon après, je ne suis pas du tout convaincu, il est très jeune. Je vais quand même prendre l'analyse de Bertrand Antoine qui nous a dit, vous verrez que dans 2-3 ans, on se sera trompé. C'est D'accord. Bertrand qui Je lui enverrai la séquence, vous en ferez ce que vous voulez, vous réglerez ça sur un terrain de foot. Non, oui, il a un potentiel. Bon, il est jeune, on ne va pas lui tomber dessus. Bon, voilà, c'est en Ligue 1 Non, quand même. il n'est pas le seul à avoir fait N'empêche sa que saison. je ne suis pas du tout convaincu par sa saison. C'est un garçon qui perd énormément de ballons, qui vient sans idée au ballon, il ne prend pas l'info avant. Il court beaucoup, certes, mais il court beaucoup dans le vide. Il dézone, il va presser quand il faut rester, il reste quand il faut monter un peu le bloc, il a beaucoup de déchets techniques, il finit pas, il n'est pas en capacité de finir les actions. Physiquement, il est frêle, de la tête à Auxerre, il se fait bouger et on prend le but. Et moi, c'est symptomatique un peu du joueur de Génération Foot avec qui on a une indulgence et une patience qu'on n'a pas avec d'autres joueurs. Je veux dire, s'il était de Marange-Sylvange, il serait prêté à Amiens déjà, mais là, il est de Génération Foot, donc c'est possiblement une pépite, donc il faut forcer pour qu'il joue, pour, au final, le vendre. Donc, même s'il était bon, on ne pourrait même pas en profiter. Donc, on perd des deux côtés. On a eu le moins bon d'Alpha Touré, qui sera peut-être bon, mais il ne sera plus là. Et en attendant, on descend et on est patient avec un joueur. Et je suis désolé, regardez les matchs. Alors, on me dit la data. Aussi, il faut arrêter avec la data. Il fait 13 km par match, mais il pourrait en faire 25. Mais combien de ballons bonifiés? Combien de ballons gagnés? Combien de gestes décisifs? Une dernière passe, un but, de la finition, des gestes décisifs, défensivement aussi. Parce que quand tu es milieu, on s'est pris beaucoup de buts où on est à la ramasse parce qu'on ne suit pas les milieux adverses qui font des courses verticales. Donc c'est tout ça qu'il faut analyser. Et moi, j'en ai un petit peu assez d'attendre la pépite et il sera bon. Non, mais est-ce qu'il est bon maintenant avec nous? Alors s'il est transféré à West Ham, très bien, on prendra 7 millions, on verra quel joueur on reprendra, ou d'autres de GF qui viendront, qui ne seront pas prêts, parce que pour moi, Alpha Touré, il est en post-formation. Il n'est pas formé, il n'est pas abouti en tant que joueur professionnel, et c'est normal, il est jeune encore. Il va progresser, mais voilà, après, je lui souhaite le meilleur, mais voilà, je voulais pas... Tu l'aimes bien. On a vu que si vous aviez un doute sur qui va piloter l'avion pour emmener en Angleterre, vous avez déjà trouvé l'identité de celui-ci. Je l'amènerai. Au West Ham Lusitano, ça y est. Plutôt bien compris ça. Il nous reste quelques minutes. C'est une émission, un pré-gène de l'émission Bilan qui aura lieu jeudi. On va passer tout de suite au tour national parce qu'il y a d'autres équipes du FC Metz qui étaient en liste ce week-end. On fera le point sur plusieurs d'entre elles. Je vais commencer juste très rapidement avec les féminines qui avaient rendez-vous à Frascati ce week-end. Le maintien n'est pas encore validé. Il aurait pu l'être presque du côté d'Évian. Final, match nul, 4 buts partout. Grâce à ce point, le FC Metz reste devant Rodez. Sauve les meubles de justesse, tout se jouera la semaine prochaine face à Nice, alors que Rodez se déplacera justement contre Thonon-Évian. Un mot quand même pour les U18 féminines qui s'imposent face à Nancy, 1-0. C'est un derby, il faut le gagner. Elles l'ont fait. Malheureusement, elles ne pourront pas accéder au barrage parce que les U19 sont... relégués et on ne peut pas mathématiquement être au-dessus, c'est comme ça, c'est donc Nancy qui jouera les barrages, mais néanmoins une petite victoire dans un derby on en prendra 2 la saison prochaine aussi s'il vous plaît, ce sera pour la table 12, vous me le notez. Ce sera pour qui Yannick Bakoto? Faudra lui demander. Qui sera pour qui, Yannick Bakoto? J'ai le sang grenat. Il s'en sort bien celui-ci, on en reparlera l'année prochaine, ne t'en fais pas, on te laissera pas de côté. On va rester du côté de 19, mais cette fois-ci masculin, le dénouement du quart de finale, on est dans les playoffs évidemment du championnat. Ça s'est joué au pénalty face à Angers et finalement le FC sera en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Très rapidement, Borby, c'est un match qui aura lieu à Saint-Symphorien contre le Paris Saint-Germain. On parlait de ces équipes de jeunes et de ces joueurs sur qui Metz va devoir s'appuyer un petit peu. Ça carbure plutôt bien dans les équipes de jeunes en ce moment. On reparlera un tout petit peu de la réserve après, mais là, c'est un petit peu un match de prestige qui va jouer pour eux à Saint-Symphorien en tout cas. Ah bah oui, bien sûr, évidemment, c'est toujours bien de jouer le PSG.
quelle que soit la compétition. En plus, un Saint-Symphorien, c'est bien, ça va mettre en lumière un petit peu et jauger un peu la qualité de nos jeunes par rapport à ce qui se fait de mieux en termes de formation hexagonale. Après, j'ai envie de dire, tout ça pourquoi ? Enfin, le but, la vocation des équipes U15, U17, U19, c'est de fournir des bons joueurs pour l'équipe première. Si à un moment donné vous formez 15, 17, 19, tout s'arrête, terminé, bonsoir, vous partez, et parce que, encore une fois, il y en a 12 de génération foot qui ne sont pas meilleurs et qui vont venir parce qu'il faut qu'ils jouent, ça sert à rien, je suis désolé, on forme pour c'est quand même moins le cas. d'autres clubs. Je ne veux pas faire ce procès-là cette année. Si on doit sortir quand même une qualité de Benoît Tavenot, pas d'Alpha Touré. Mais parce qu'il est obligé, Rémi, parce que tu es à la dérive, tu es à la route, tu es en Ligue 1, tu as 15 points de retard, donc heureusement que tu fais jouer des jeunes. Heureusement que tu fais jouer des jeunes. Mbala, Pandore et compagnie, ce sont quand même Mais tu crois qu'eux, ils auraient joué si l'équipe, si on était, par exemple, 15e, ils n'auraient jamais joué de la vie. Peut-être, tu n'en sais rien. Arrête, tu les prends en pompier de service parce que tu as 3 blessés, 4 qui sont déjà sur le départ. Laisse-moi finir parce qu'il faut absolument nuancer ce que tu dis. Génération Foot, c'est pas tout blanc ou tout noir et c'est certainement pas tout noir. Parce qu'on a quand même d'immenses réussites, y compris au poste d'Alpha Touré là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Descendant 8 fois en 12 ans. Laisse-moi simplement finir parce que tu nuances pas du tout. Et le centre de formation du FCMS, il fournit plus qu'il ne fournissait sous l'ère Antonetti. Aux autres clubs. Non, mais pas forcément. Aujourd'hui, Mbala, Pandore, excuse-moi, tu vas pas non plus en sortir 10 par an. Ils ont joué parce c'est quand qu'il même déjà pas mal. On verra, et je l'espère s'ils performent. Attends, tu juges. Mais on peut en sortir d'autres. Mais toi, tu flingues systématiquement la formation de Messine en me parlant du mec de Marange-Sylvange. Il a aussi sa chance de performer au FCMS. C'est mentir aujourd'hui de dire qu'aujourd'hui, en 2026, il n'a plus la chance. C'était le cas il y a 5-6 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Non, tu te trompes. Non, je me trompe pas. C'est une réalité. On peut faire la liste des jeunes du centre de formation qui ont performé dans l'équipe professionnelle du FCMS, sans doute pas aussi longtemps qu'ils devraient le faire, mais il y en a quand même aujourd'hui. Oui, un mec comme Miko Tadze aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a aussi performé au FCMS. Oui, t'en as un. T'en as pas qu'un. T'en as combien ? Regarde cette saison, ceux qui ont émergé, notamment Udol, Miko Tadze, Youssef Maziz, il a joué aussi avec l'équipe première. Voilà. Arthur Atta, il est où ? Il est plus là. Mais il a eu sa chance en équipe première. Arthur Atta, s'il est parti, il a joué c'est pas parce qu'il n'a pas eu sa chance au FCMS, c'est parce que la réalité économique fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de les laisser partir. Arthur Atta, il a joué en professionnel au FCMS, comme Alpha Touré. Alpha Touré a bien sûr beaucoup trop joué au FCMS, mais il ne faut pas dire que Génération Foot flingue aujourd'hui la formation Messine. Non, c'est plus vrai. Regarde, rappelle-toi Lamine Gueye. Ils sont où Lamine Gueye, Yadé. C'est un des meilleurs milieux de terrain du monde aujourd'hui. Je parlais de Camara. Lamine Gueye et Yadé. Ibrahima Niasse. On a forcé. Tu me parles d'il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, tu sais de cette période-là. Tu sais même plus où il joue. Tu sais même plus où il joue. Et on a forcé en disant c'est des pépites. On n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là aujourd'hui. Oui. Non, on n'est plus là aujourd'hui. Vous allez finir la saison, vous créez pas le chignon, parce que je vous rappelle qu'on vous retrouve plus là cette année. On a l'habitude. Non, mais c'est bien ça. On a l'habitude avec super la mentalité. Moi qui faisais du petit sourire au début d'émission. À la fin du match, on se serre la main. Je vais parler juste avec des caméras. Restez chacun dans votre coin, je veux plus vous entendre. Voilà, c'est comme ça ici, c'est la dictature. Alors, on a un centre de formation magnifique qui sort 10 joueurs par saison. On est en Ligue 1 depuis 20 ans et tout va bien. Que je t'entende pas dire l'autre chose l'année prochaine, tu vas voir. On a le centre de formation de Lyon. On a fait 15 tout ça pour râler dans cette émission. Voilà, tu l'as eu ton moment de gloire. Voilà, on te l'a offert. Qui, moi ? Oui, c'est fou ça. Non, si je peux finir juste sur un truc, c'est que... C'est moi qui l'ai. T'as le droit, tu as tout ton temps. Et personne n'a le droit de te donner la parole. Non, je pense qu'aujourd'hui, le centre de formation du FCMS cherche à se redorer une image aussi. Et ce que Steph Léoni a dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs qui signent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le centre de formation continue à progresser, veut redevenir le centre de formation qu'il était il y a quelques années, où il sortait beaucoup de jeunes de qualité. Et voilà, après, ces joueurs-là, faut les faire jouer, il faut les faire progresser, faut qu'ils montent tout simplement en professionnel pour montrer l'étendue des talents, de leurs talents. Et voilà, faut féliciter quand même tout le travail qui a été fait depuis quelques années par le centre de formation. Et aujourd'hui, voilà, on a des Mbala, on a des Belief qui performent, et j'espère qu'on les gardera en tout cas très longtemps. N'en déplaise aux vieux croutons aigris de ce plateau. Voilà, je le dis haut et fort, et personne ne m'arrêtera. Je ferai la liste de tous les joueurs
Eh ben, c'était devoir de du vacances. centre qui n'ont pas joué à Metz en pro et qui ont joué en pro, qui jouent actuellement en Et pro. on fera le bilan aussi de ceux qui Voilà. vont signer à partir Dont du un 1er meilleur juillet. Il y en défenseur aura de beaucoup qui Bundesliga joueront l'année et qui n'a prochaine. pas joué. Voilà, on verra. Non, mais on verra. On Bon, verra. je m'arrête là parce que sinon je vais distribuer Tout le des monde, cartons vous à ne êtes plus tous savoir quoi en contre faire. On va plus qu'à Tieni sur le C'est un plateau. Non pas que ça me dérange, mais bon, on sera plus assez. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission. C'était le dernier débrief de la saison. Mais il restera encore une émission, le bilan de cette saison. On le fera évidemment avec d'autres chroniqueurs peut-être plus sympas, quoique je ne sais pas. À très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.